Sénégal de multiples difficultés, de multiples problèmes, mais également des solutions apparemment. Alors j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui M. Ibrahima Bachir Dramé. Il est le directeur de la communication de Petrosen. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de partager ces moments d'échange. C'est toujours un plaisir de venir dans notre charmant studio qui, je vois, apparemment est entièrement rénové. La dernière fois que je suis venu ici, et ça me permet de rendre hommage à Momar Seni Ndiaye, feu Momar Seni Ndiaye, de saluer sa mémoire. Nous avions eu des échanges extrêmement fructueux. Et j'ai toujours retenu deux phrases qu'il m'avait dit. La première, c'est de me dire, Bachir, il faut que les Sénégalais soient informés sur les questions pétrolières. Et l'autre chose, il m'avait dit, mais il faut qu'ils soient informés juste et vrai. Et je pense que c'est dans ce créneau qu'il faut s'inscrire. C'est pourquoi vous me permettrez de saluer sa mémoire. C'est très important. Merci à vous. Justement, le professeur Momar Seni, que nous ne cesserons jamais, justement, en fait, que nous n'oublierons jamais parce qu'il aura en tout cas marqué notre vie. Nous, en tant que jeunes, il a été notre professeur, mais également un grand frère, un oncle, justement, un grand conseil. À ma droite, c'est Serigne Saliou Gueye, journaliste consultant. Bonsoir, Serigne Saliou. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir à M. Dramé et bonsoir à tous les téléspectateurs de la CNTV. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, nous parlons justement des nombreuses difficultés rencontrées dans le secteur des hydrocarbures. Est-ce que réellement il y a problème? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Alors, la première question, Bachir Dramé, le secteur des hydrocarbures traverse-t-il en tout cas une zone de forte turbulence actuellement? Alors, écoutez Abdoulaye, j'ai l'habitude de dire qu'il faut savoir de quoi l'on parle. Vous savez, quand on parle d'hydrocarbures de manière générale, surtout au Sénégal aujourd'hui, on parle du secteur. Souvent, c'est par référence au secteur de l'aval, de la distribution, du transport. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ces dernières semaines, on a assisté à un ensemble de remous. Mais par extension, c'est vrai que les gens parlent aussi du secteur global du pétrole et du gaz, notamment des contrats pétroliers. Vous avez suivi le dénouement de l'affaire Woodside, ConocoPhillips et FAR, avec le rendu par le tribunal de Paris en accord. Ouais. Donc, je pense que c'est de tout cela qu'il s'agit. Alors moi, je suis de ceux qui pensent et qui disent souvent qu'on ne peut pas être dans un pays sans problème, c'est rêver. Mais il faudrait surtout réfléchir aux solutions idoines et à chaque fois que de besoin, que la concertation soit de mise pour trouver la bonne formule pour pouvoir continuer à avancer. Il y a de petits problèmes, c'est vrai, mais qui sont inhérents à la marche du pays. Alors, avant de donner la parole à Serigne Saliou Gueye, en fait, j'insiste sur le sujet, parce qu'il y a eu, en tout cas, des informations faisant état d'une rupture de brut, justement, à l'échelle nationale. Très vite, justement, la direction générale de la SAR avait apporté un démenti pour dire qu'en réalité, il y avait un stock, justement, permettant un approvisionnement correct, justement, en termes, en tout cas, d'hydrocarbures au Sénégal. Il y a également le fait que l'on dénonce également un recrutement assez pléthorique, justement, concernant le personnel au niveau de la Société africaine de raffinage. Alors c'est vrai que dans leur communication, l'intersyndicale a effectivement fait référence à beaucoup de choses, et notamment ce que vous aviez évoqué, c'est-à-dire une pénurie de carburant. Et suite à cela, il y a eu un communiqué officiel de la SAR. Vous savez que la SAR a le monopole de l'importation des produits pétroliers au Sénégal, et quand le cas échéant, c'est-à-dire quand la SAR est en arrêt métal, c'est-à-dire en entretien, il permet à d'autres importateurs qui ont la licence de pouvoir importer du produit. Mais à mon niveau d'information, la SAR, il faut faire foi à son communiqué, d'autant plus qu'ils détiennent l'information, la véritable, et en plus ils travaillent sur des stocks de sécurité qui sont revus de manière permanente et qui sont très surveillés. Vous savez, les questions pétrolières sont des questions suffisamment sérieuses. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention à ce que l'on dit et ce que l'on sort. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il y a pénurie, il va y avoir pénurie, il va falloir que vous donnez des preuves tangibles, parce que sinon vous ameutez les populations et vous faites entrer le pays dans un cercle vicieux de désinformation qui risque de faire mal in fine à tout le monde. C'est pourquoi, de part et d'autre, je pense qu'il faut savoir raison garder. La SAR a sorti un communiqué officiel, mais attendons de voir. Alors, à ce niveau, Serigne Saliou Gueye, est-ce qu'on aujourd'hui a un pas justement de l'exploitation de notre pétrole, de notre or noir? Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, que l'on puisse aller dans le sens d'une augmentation justement du prix du carburant au Sénégal? Ce qui est normal, c'est que quand le Sénégal aura produit ses premiers barils, normalement, on doit procéder à une révision, même à une baisse du prix même du carburant.
Je crois que c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'on entend nos autorités, ils nous donnent une échéance qui permet tout simplement de penser qu'à pareille échéance où les premiers barils vont sortir, il y aura la possibilité de réduire bien sûr le prix du carburant. Mais pour en revenir au problème que vous évoquiez tout à l'heure, je crois qu'il faut même se féliciter que souvent dans des secteurs qu'il y ait des problèmes. Maintenant, il faut aussi voir quel est le niveau même de gravité du problème. Parce que tout dernièrement, on a entendu le syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz qui ont fait une sortie pour dire que l'État, en réalité, leur doit 200 milliards. Au mois de juin, j'avais même suivi Cheikh Diop dans une radio de la place qui disait que l'État leur devait, au titre du prix paritaire d'importation, le PPI, l'État leur devait 100 milliards. Et en plus de cela, la Sénélec leur devait 200 milliards, ce qui faisait un total de 300 milliards. Et je crois que le même problème a ressurgi 2 mois après. Et avant-hier, quand le syndicat des pétroliers et des travailleurs du pétrole et du gaz sont rencontrés, ils ont encore évoqué le problème. Il est vrai que l'État a sorti un communiqué par la voie, je crois, du ministère des Finances en disant qu'il y a 97 milliards qui ont été déjà dégagés et que je crois que le reste par rapport au fonds de soutien à l'énergie va être apuré. Mais l'un dans l'autre, il faut dire que le secteur connaît bien des problèmes. Pourquoi je dis que le secteur connaît des problèmes? Parce que si vous voyez l'entrée dans le capital du SAR depuis 2010 avec le groupe Bin Laden, de 2010 à 2016, il fallait nécessairement que le groupe Bin Laden aussi essayer d'apporter quelques retouches, c'est-à-dire il y avait un plan de modernisation et d'extension qui avait été mis en place et c'est la raison pour laquelle ils entraient dans le capital. Et c'est ça qui a été réuni. Mais finalement, lorsqu'il y a eu une session départ du groupe Ben Laden à Locafrique de Khadimba, je crois que là aussi ça montre tout simplement que ce qui avait été dégagé, en réalité, ce qui avait été annoncé n'a pas du tout été respecté. Il était question, bien sûr, avec l'engagement de Locafrique, de repartir sur un plan stratégique quinquennal de 2016 à 2021. Mais cela aussi, j'ai l'impression que ça n'a pas été du tout opérationnel, parce que si on entend les remous aujourd'hui, qui se trouvent, en tout cas que l'on entend au sein même de la SAR, on a l'impression que ce qui a été dit auparavant, qu'en réalité, rien n'a encore été fait, surtout concernant l'optimisation de la production et aussi l'extension de la SAR. Il est vrai que aussi la SAR, je crois que a des installations assez obsolètes. Il est vrai qu'en 2005, il y a eu quand même de l'argent qui a été injecté, mais ce qu'il faut voir, c'est que depuis 1962 où on a lancé la SAR, la capacité de production n'a été que doublée. Au départ, c'était 600 000 tonnes. Aujourd'hui, nous en sommes à 1,2 million. Et je crois que ça aussi, ce n'est pas du tout opérationnel. Ce n'est pas opérationnel parce que tout simplement, nous allons certainement vers des échéances quand même, en tout cas vers des lendemains meilleurs avec tout le pétrole et le gaz qui doit être exploité ici au Sénégal. Ça veut dire qu'il y a lieu nécessairement de réfléchir à un plan stratégique, en tout cas non seulement pour optimiser la production et aussi voir comment nous allons engager le marché sous-régional et même le marché continental. Bon, j'ai entendu une fois M. Serigne Mboup, je crois, qui est le DG de la SAR, qui avait dit qu'au lieu de procéder à une deuxième raffinerie, il faut nécessairement injecter de l'argent pour non seulement agrandir les installations et en plus essayer d'augmenter la production. Mais moi, à mon humble avis, je pense que ça, ce n'est pas très opérationnel parce que dès l'instant que le Sénégal devient un pays qui doit produire et exporter maintenant les produits pétroliers, il faut nécessairement qu'il nous avoir une deuxième raffinerie. Il faut prendre le cas de l'Algérie qui, en 2017, a lancé 4 raffineries. Et l'une des raffineries a une capacité journalière de 100 000 tonnes par jour. Donc, vous voyez que la SAR, je crois que en tout cas, le plan qui a été mis en place, le plan quinquennal qui avait mis en place, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés dans ce plan-là. Et ces difficultés, peut-être, c'est le reflet encore aujourd'hui de tous les remous que nous constatons au sein de la SAR, bien sûr, entre la direction et entre les travailleurs du pétrole et du gaz. Serigne Salogo, alors à ce niveau, M. Bachir Dramé, certains, justement, ont salué la venue dans la capitale de la société africaine de raffinage de Locafrique. D'autres pensent pourquoi qu'en réalité, cet actionnaire, justement, risque de noyer la SAR dans une piscine de pétrole. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, que justement Locafrique, à travers justement ses parts et les autres actionnaires et même l'État, véritablement peuvent aller dans le sens de permettre justement à la société africaine de raffinage d'être une société performante quand on sait que dans un délai
très court, le Sénégal sera un pays, justement, qui va exploiter son pétrole. Mais en effet, Abdoulaye, c'est là où c'est intéressant, cette analyse que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'avec les découvertes du pétrole et du gaz, nous changeons complètement de paradigme. Nous allons être un pays pétrolier, un pays d'ailleurs plus gazier que pétrolier. Ça aussi, c'est important de le savoir. Nous avons des réserves de classe mondiale et nous avons les plus grandes, en tout cas, compagnies pétrolières qui sont présentes dans nos différents bassins. Alors, la modernisation de la SAR, comme l'a souligné tout à l'heure avec brio d'ailleurs Saliou, est effectivement une nécessité et a été une promesse stratégique. Et à mon niveau d'information, je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais à mon niveau d'information, je pense que la SAR est aujourd'hui en chantier, justement, pour augmenter les capacités et pour moderniser, en tout cas, l'outil, qui est effectivement une nécessité. Ce n'est pas un peu tardif? Écoutez, mieux vaut tard que jamais, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous entrons enfin dans un cycle assez intéressant de modernisation, de transfert de technologies et surtout d'accompagnement des pouvoirs par rapport à tout ce qui doit se faire. Et c'est bientôt. C'est pourquoi je dis 2022, the first gas, c'est maintenant. 2023, the first oil, c'est maintenant. Et c'est à partir de ce moment où aujourd'hui les choses sont en train de bouger véritablement. Les choses sont en train de bouger parce que vous savez que Petrosen, par exemple, est dans le capital de la SAR et il y a eu un travail qui va être fait parce qu'il y a une restructuration au niveau de cette Petrosen justement pour accompagner ce changement de paradigme. Petrosen maintenant, c'est 2 filiales, une holding, donc l'amont et l'aval, pour être sur toute la chaîne de valeur et être à l'image des compagnies internationales. Parce qu'on ne peut pas ne pas faire ça. De la même manière, tout à l'heure, on donnait le cas de l'Algérie, qui fait partie des plus grands producteurs d'Afrique. Le Sénégal, nous allons commencer timidement avec 100 000, avec à peu près 100 à 200 barils de pétrole par jour. C'est rien par rapport à la production de l'Algérie, c'est rien par rapport à la production du Nigeria. Le Niger, qui est un produit pétrolier, a récemment sa raffinerie, la raffinerie de Zender. N'oublions pas que le Sénégal, en 1960, Taillan justement, et il l'a rappelé tout à l'heure, avait une raffinerie alors qu'ils n'avaient pas de pétrole. C'était un paradoxe majeur. C'est parce que les pays producteurs, ce sont souvent eux qui ont des raffineries, ou simples ou assez complexes, selon le cas. Aujourd'hui, le débat est ouvert et la question est posée. Nous devons effectivement, en dehors de l'accompagnement de la modernisation de la SAR, en termes de capacité, de modernisation de l'outil technologique, d'aucuns pensent effectivement qu'une deuxième raffinerie est inéluctable. C'est parce que cela va accompagner le projet, mais je pense que tout cela doit tenir dans un ensemble. C'est comme les contrats pétroliers. Je le dis souvent, quand vous regardez un contrat pétrolier brut, ça ne veut rien dire. Il faut regarder le régime pétrolier du pays, qui en appelle à beaucoup plus de lois, de règlements, etc., de codes, pour pouvoir avoir une lecture assez exhaustive. Et je pense que c'est de ce même point de vue qu'il faut regarder cet outil de cette manière. Alors, un expert disait il y a quelques mois que si l'on ne fait pas trop attention, justement, le Sénégal pourrait justement abandonner justement la piste de raffinage au profit d'une multinationale française. Est-ce que c'est vrai? Alors, vous me dites l'avis d'un expert, je ne sais pas qui c'est, ni d'où ce qu'il le tient, mais aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour que je chasse. Aujourd'hui, la SAR est une compagnie, est une société, la Société africaine de raffinage, avec ses actionnaires, l'État du Sénégal par Petrosen, Saoudi Ben Laden, Locafrique qui a remplacé Saoudi Ben Laden, on entre dans une ère de modernisation. Je ne vois pas, vous savez, moi, je préfère trop ne pas m'avancer dans des choses que je ne maîtrise pas. Je dis toujours des choses, d'ailleurs je le répète souvent, je dis des choses à mon niveau d'information. Parce que c'est ça qui ferait que ma prudence ne sera pas mise à jour demain. Voilà, c'est juste à ce niveau-là. Mais à mon niveau d'information, je ne suis franchement pas au courant de cela. Ok, alors Serigne Saliou Gueye, je ne sais pas, vous marchez dans Dakar, vous marchez dans la banlieue de Dakar, mais on a l'impression que rien ne se passe. On ne voit pas, en tout cas, de gros travaux, de gros ouvrages, justement, qui puissent nous permettre que demain, le Sénégal est en train de préparer, justement, l'exploitation, justement, du pétrole et du gaz. On ne voit pas, en tout cas, de gros travaux qui puissent nous permettre de penser et de croire qu'en réalité, nous sommes à un pas, justement, de l'exploitation de notre pétrole et de notre gaz. Alors, ça ne pose pas problème?
Mais je crois qu'il faut, dans ce siège, saluer la création de Petrosen Aval. Je crois qu'il va s'occuper d'un réseau de distribution et de toutes les industries quand même afférentes aux produits pétroliers. Je crois que déjà ça, c'est un premier pas, ce qu'il faut encourager. Bon, Bachir l'a dit tout à l'heure, mieux vaut tard que jamais. Donc, dès l'instant qu'il y a Petrosen Aval pour ce cas de figure-là, je crois que ça, vraiment, il faut quand même s'en féliciter. Je voudrais, Ablaye, revenir avec vos permissions sur un peu Locafrique. Parce qu'il était question, lorsqu'il avait acquis ses 34% de parts, bien sûr, cédées par Bin Laden, il était question qu'il puisse disposer encore de 17% pour qu'il puisse être l'actionnaire majoritaire. Bon, moi, je n'ai pas encore l'information, je ne sais pas, parce qu'on en a tellement parlé dans la presse, mais je ne sais pas si aujourd'hui ces 17% ont été acquis ou pas. Mais dès l'instant que aussi ces 17% sont déjà acquis, je crois qu'il revient aujourd'hui à Locafrique de faire quand même un pas vers ce programme d'extension et de modernisation de la SAR. Parce qu'en fait, les clauses du contrat, c'est ça. Si le contrat avec Bin Laden a complètement capoté, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas respecté les termes du contrat. Donc je crois que nécessairement, il va falloir que, bon, je ne sais pas si les 17% ont été cédés, parce que quand Locafrique entrait dans le capital de la SAR, ils avaient versé 70 millions d'euros, ce qui fait, je crois, 46 milliards. Donc ça, c'est pas quelque chose quand même que l'on puisse mettre. Une boîte dans laquelle on dit qu'il y a des déficits de pratiquement de 100 milliards ou bien 200 milliards, je crois que 46 milliards, ce n'est tout simplement qu'une goutte d'eau dans la mer. Donc il va falloir nécessairement revoir, est-ce qu'il n'y a pas nécessité même de recapitaliser. Parce que aussi, il faut se dire que la SAR, en termes de chiffre d'affaires, c'est la deuxième grosse industrie du Sénégal, après Sonatel. Ça nous fait souvent un chiffre d'affaires de 400 à 500 milliards. Et si vous regardez aussi même le top des entreprises qui sont classées chaque année par Jeune Afrique, le journal Jeune Afrique, très souvent, on oscille entre la 140e place jusqu'à la 195e place. Cette année-ci, il faut se dire que le Sénégal a fait un mois de 195e jusqu'à 142e. Ce qui signifie quand même que les choses ont assez bougé. Parce que l'année d'avant, c'était 152e. Donc il faut se dire qu'il y a quelque chose qui a été déjà fait. Mais je crois que nécessairement, cela s'impose. Une deuxième raffinerie, ça s'impose. Parce que si vous regardez tous ces grands pays-là qui sont exportateurs de pétrole, que ce soit l'Algérie, le Nigeria, quand même, au moins, ils en ont jusqu'à 4 à 5 raffineries, même 6. La dernière raffinerie de, je crois, Messaoud, ça fait pratiquement plus de 100 000 tonnes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a déjà Dangote au Nigeria qui a un projet, bientôt ça va finir, qui va faire une raffinerie d'une capacité journalière de 650 000 tonnes par jour. Donc vous voyez ce que ça fait. Bon, devant le Sénégal, bien sûr, qui n'en fait pas, peut-être qu'il fait partie, en tout cas, des pays où il y a... Mais cela, ça se comprend, parce que nous, on n'a pas encore du pétrole. Mais déjà, le pétrole est là, le gaz est là. Donc il va falloir quand même que l'on réfléchisse sur comment procéder à une extension, aussi à une augmentation. M. Serigne Mboup, je crois, disait dans une de ses interventions que aux environs de 2025, la capacité de production va passer jusqu'à 3 millions de tonnes. Jusqu'à 3 millions de tonnes. Mais je dis là aussi, c'est insuffisant. Parce que si on parle de 3 millions de tonnes, déjà, je dis que devant des géants quand même qui en font plus, parce que imaginez avec la production de Dangote, ça va faire au moins par jour, j'ai dit, plus de 100 millions de litres par jour. Or, aujourd'hui, nous, notre production, ça tourne autour de 3 millions de litres par jour. Ça signifie que déjà, il y a des choses qui doivent être faites dans ce sens-là. Bon, c'est pourquoi je dis qu'il faut quand même qu'on nous édifie sur, en tout cas, sur un peu Locafrique. Est-ce que réellement ils ont acquis les 17% qu'ils demandaient pour être l'actionnaire majoritaire? Là, à ce niveau, je crois bien que Bachir peut apporter parce que moi, réponse. je crois que c'est ça qui... À moins qu'il ne soit justement au courant de cette information. Mais justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il a bien dit, c'est ce qui avait amené Locafrique dans le capital, c'était dans le cadre de la restructuration. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à un certain moment, on a senti que les choses étaient assez lentes. Mais à mon niveau d'information, ça a été corrigé parce que ils ont eu à travailler sur des plans stratégiques qui déjà englobaient ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis, la place de Petrosen dans le capital va être assez intéressant par rapport à la situation actuelle. Parce que le Petrosen Aval va s'occuper de la distribution, du trading, de la finance, etc. Donc, c'est de ce point de vue-là, c'est pourquoi je dis qu'il faut apprécier de manière globale. Mais je ne peux pas être péremptoire pour dire exactement l'information telle qu'elle a été donnée. Mais par ailleurs, je voudrais, avec votre permission, Abdoulaye,
Vous posez une question assez intéressante tout à l'heure. Vous dites quand vous marchez dans Dakar, vous ne sentez pas qu'on va produire du pétrole. Vous savez, c'est pas au niveau de Dakar que vous allez sentir qu'on va produire du pétrole en 2022. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes dans le cadre d'un projet pétrolier. Un projet pétrolier, c'est un ensemble de synergies, ce sont des stratégies, ce sont des actes, mais c'est aussi de la communication. Et c'est à partir de cette communication-là que les populations peuvent apprécier de manière générale qu'est-ce qui est en train d'être fait ou pas. Si vous allez dans le Palmarin, à quelques kilomètres de Sangomar, là où on va exploiter le pétrole, les populations de Palmarin vous diront le pétrole va être exploité sous peu. Quand vous allez à Saint-Louis, là où on va exploiter le gaz sur le champ GTA, les populations de Saint-Louis le vivent de manière dynamique. Alors pourquoi? Alors, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent au niveau de ces contrées. Les opérateurs y vont. Quand je parle des opérateurs, c'est les opérateurs associés. Parce que vous savez, Petrosen est associé à BP et à Cosmos pour le gaz de GTA et est associé à Woodside et à Phare pour le pétrole de Sangomar. Donc les opérateurs y sont et échangent avec les populations et notamment dans le temps du contenu local. Parce que le contenu local, on pourra en parler tout à l'heure, c'est ce qui intéresse le plus parce que c'est la question de la participation effective des Sénégalais dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Comment le Sénégalais lambda va s'y retrouver. Donc, on ne le sent pas à Dakar, mais on le sent dans la com. Je vais vous donner 2 exemples précis. Il y a quelques mois, il y a quelques semaines, le président de la République a réuni autour de lui des experts sénégalais recensés avec le concours du ministère du pétrole et des énergies, les experts sénégalais de la diaspora, pour échanger sur la question pétrolière, sur les stratégies, sur les contributions à apporter et sur leur participation ou pas dans l'exploitation du pétrole. Alors moi, personnellement, j'ai été agréablement surpris par 2 choses. D'abord, la jeunesse de ces experts-là. C'est-à-dire, vous avez des gens extrêmement jeunes. Le niveau c'était 30 ans, 25 ans. Et l'autre chose, c'était le niveau d'expertise. Quand vous entendez parler une fille comme Rose Dem, qui travaille dans une grande compagnie, je vous assure, vous êtes séduit et vous êtes fier d'être sénégalais. Quand vous entendez le commandant Gorgissi, qui vous dit, commandant Gorgissi à l'appel, le seul Africain à conduire les plus gros bateaux méthaniers du monde. Aujourd'hui, on ne construit pas une plateforme pétrolière, pour le gaz en tout cas, sans souvent sa participation. Quand vous voyez d'autres quand vous voyez Mistenias, qui est au niveau de l'Aramco en Arabie Saoudite, et qui est un des grands stratèges, et que ces gens-là, réunis autour du président de la République, pour donner leur contribution, c'est un fait majeur, et qui est important, et qui montre que la chose est en train de se passer. La deuxième des choses, vous savez, il y a quelques jours, le Sénégal a signé avec la Mauritanie ce qu'on appelle le SPA, c'est-à-dire les accords d'achat et de vente de gaz. Cela veut dire que c'est effectif. Nous avons signé pour dire le gaz qu'on va produire, on sait qu'on va le vendre. Parce que le gaz ne se vend pas de la même manière que le pétrole. Vous savez, le pétrole, vous le vendez, vous cherchez l'acquéreur. Le gaz, il est acquis avant la production. C'est-à-dire nous connaissons en avance les clients, nous savons qui va le faire. Et ça a été fait. Ça veut dire que c'est effectif. Donc, on le sent. De manière transparente? Oui, de manière extrêmement transparente. Aucune opacité? Non, vous avez vu, même les médias ont relié. Je pense que, vous savez, dans les questions pétrolières aujourd'hui, et il l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, Saliou, on ne peut rien cacher, c'est aberrant. C'est-à-dire que tout se sait. C'est-à-dire que vous avez une transparence. Évidemment, vous savez, de manière stratégique, on ne peut pas tout dire. Heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, nous serons dans l'insécurité. Mais il y a des niveaux d'information qu'il faut donner aux populations, que les gens le sachent, savoir qu'est-ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, la restructuration de Petrosen, elle est presque achevée. Nous allons entrer sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire nous allons être au début et à la fin du processus, avec des Sénégalais, de l'expertise sénégalaise, des hommes du Sérail. Vous avez vu Manar Sall, qui a plus de 30 ans d'expérience dans le pétrole, qui a été chez Mobil, qui a été chez Elton, et j'en passe sur l'international. Medou, Jo Medou, qui était directeur de l'exploration et qui connaît très bien la question, qui est aujourd'hui. Donc vous avez des zones du Sérail, Mamoudou Faye, etc. et j'en passe. Donc cela montre que cela bouge. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il va falloir que nous nous ouvrons beaucoup plus aux populations. En tout cas, justement, c'est là où j'invite les populations à se rapprocher des pouvoirs publics, notamment de Petrosen, où réellement, avec tout ce qui est en train de se faire, nous restons ouverts, en tout cas pour répondre aux questions, pour donner l'information juste et vraie, pour que les gens sachent qu'en réalité, il n'y a absolument rien
n'a caché, tout est transparent, tout est clair. Maintenant, il faut instaurer des débats. Ça, je suis parfaitement d'accord pour que tous les Sénégalais puissent continuer à alimenter, à donner leur avis pour que l'on corrige pour le bien de tous. À ce propos, il est important justement que toutes ces autorités qui travaillent autour justement du pétrole et du gaz puissent accepter justement d'aller sur les plateaux afin de donner la bonne information justement aux populations. Parce qu'il ne faut pas également l'oublier, Serigne Saliou Gueye, que depuis le référendum de 2016, il est dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Donc, je pense que le DG, je le rappelle, de Petrosen, M. Serigne Mboup, devait être de la SAR, autant pour moi, devait être de la partie. Mais malheureusement, c'est une réunion de dernière minute qui l'a obligé en tout cas, à le répondre justement à un travail. Je m'en arrête là. alors, Serigne Saliou Gueye, quoi qu'on puisse dire, il a fait allusion à une intelligentsia pétro-gazière, justement, homo sénégalensis. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec ces multiples bruits, ces multiples secousses que l'on entend dans le secteur du pétrole et du gaz, que ces personnes véritablement seront assez prêtes, assez engagées pour venir travailler pour leur pays? Mais il faut nécessairement qu'il y ait une volonté politique de l'État sénégalais pour que nous, nos concitoyens qui ont l'expertise et qui ont aussi la formation dans le domaine du pétrole et du gaz puissent quand même faire prévaloir leur expertise, bien sûr, dans le secteur. Et ça, je crois vraiment, c'est une nécessité. Parce qu'il serait impensable que ce pétrole-là, qui est un don de Dieu, ça aussi, je crois, il faut le dire, que l'on puisse laisser ça entre les mains des étrangers, comme ça a été bien le cas dans d'autres secteurs. Je crois que là, c'est une occasion quand même pour essayer d'impliquer le maximum possible de fils du Sénégal dans le secteur. Mais là aussi, il faut quand même qu'il y ait une formation et aussi vraiment, il faut qu'il y ait beaucoup de sérieux dans ce domaine-là. Parce que c'est un domaine qui n'aime pas du tout la nébulosité, comme vous l'avez déploré, vous en avez parlé tout à l'heure. Et aussi, c'est un domaine où il faut réellement de la transparence. Parce que aussi, je crois que la transparence, je crois que c'est une règle absolue même en matière de bonne gouvernance. Et ça, je crois qu'il le faut nécessairement. Donc, ceux qui ont l'expertise aujourd'hui et qui sont prêts à l'étranger, c'est le moment quand même que l'État puisse rappeler l'ensemble de ses fils. Bien sûr, avec toutes les motivations afférentes. Parce que aussi, il ne s'agit pas de dire à tous ceux qui travaillent dans les secteurs du pétrole et du gaz et qui sont peut-être dans d'autres filiales beaucoup plus importantes, qu'on puisse les faire amener ici dans le pays et qu'en conséquence, qu'ils ne puissent même pas avoir le 1/3 de ce qu'ils avaient dans ces compagnies-là. Je crois que là aussi, ce serait vraiment peine perdue. Donc, je crois qu'il faut quand même que l'État puisse mettre les moyens. Si ça vaut de leur payer plus aussi, il faut les faire parce que ce sont des fils du Sénégal. Et je crois qu'avant de donner l'expertise sénégalaise ailleurs, autant quand même le faire intramuros au lieu de le faire extramuros. C'est la raison pour laquelle moi je dis que là, il faut aussi que l'État ait une volonté politique pour mieux intégrer ses concitoyens qui ont l'expertise, en tout cas, ou bien qui sont bien formés dans le domaine du pétrole et du gaz. Mais je reviendrai un peu encore, Ablaye, sur le problème de la SAR. Parce que pourquoi je reviens là-dessus? Je crois que la SAR risque d'être un peu le talon d'Achille vraiment de ce vers quoi nous on tend. Parce qu'aujourd'hui, qu'on parle d'un déficit de 200 milliards ou de 200 milliards ou bien de 300 milliards comme l'a soutenu Cheikh Diop, ça veut dire que jusqu'à présent, il n'y a pas cette transparence-là, c'est-à-dire la transparence qu'on veut au sein même de l'administration de la SAR, on ne l'a pas du tout. Et je crois que là aussi, il revient aux autorités de la SAR d'édifier le peuple sénégalais sur réellement de quoi il en est. Parce que si ce sont des travaux qui se sont levés pour dire qu'aujourd'hui, il y a un déficit de tant de milliards au sein de la SAR et qu'en contrepartie aussi, la direction nous donne d'autres chiffres, ça veut dire qu'il y a la nécessité d'organiser même un débat entre la direction et le syndicat pour que les Sénégalais puissent au moins savoir vraiment où se trouve la vérité dans ça. Et ça, peut-être, ce n'est pas pour mettre à nu, en tout cas, certaines personnes, mais c'est tout simplement pour amener la clarté et la transparence vraiment dans la gestion même de la SAR. Parce qu'il n'est pas du tout question, au moment où on va tendre vraiment vers notre exploitation du pétrole et du gaz, quand même qu'il y ait des difficultés au niveau de la SAR. C'est la raison pour laquelle, comme on l'a fait au niveau de Petrosen, on devait même réfléchir à une réforme même de la SAR. Pourquoi pas? Parce qu'on va vers cette production-là vraiment gigantesque, il faut nécessairement quand même qu'il y ait
qu'il y ait une certaine réformation au niveau de la SAR. Même si, bien sûr, il y a des pas quand même qui ont été faits. Ça aussi, je crois qu'il faut le reconnaître. Il y a des pas qui ont été faits, mais je les trouve encore insuffisants. Parce que le Sénégal ne sera plus ce qu'il était dans les années 1960 jusqu'à aujourd'hui. On va vers des productions records. Et je crois que dès l'instant qu'on va vers des productions records, il serait impensable quand même de stocker beaucoup de brut ici dans ce pays ou bien de les exporter, alors qu'on a la possibilité aujourd'hui, je crois que de les raffiner ici et au moins d'en faire bénéficier les Sénégalais. Alors, je rappelle que Serigne Saliou, même s'il ne vous le dit pas, Bachir Dramé, il fait partie de ceux-là qui réclament leurs 400 000. Hein. mais partant de cela, on le sait pertinemment, et justement dans la gestion du secteur des hydrocarbures, en fait, les facteurs endogènes, en tout cas, qui peuvent mener à des crises, en fait, sont assez minimes, hein, contrairement sûrement aux facteurs exogènes, quand on sait qu'il y a justement la main justement de multinationales dans la gestion et l'exploitation justement et du gaz. Est-ce que vous pensez qu'avec le code justement pétrolier et gazier, que le Sénégal véritablement a créé justement cette barrière qui va nous permettre justement de faire justement de ces ressources un don de Dieu? Là, je vais vous surprendre. Je ne pense pas, je suis sûr. Je vous dis pourquoi. Vous savez, moi, j'aime toujours, quand on discute des questions aussi sérieuses que des questions pétrolières, faire des rappels historiques, mais aussi faire du factuel. Dire aux gens qu'est-ce qui se passe concrètement, mais en donnant la bonne information, c'est-à-dire l'information juste et vraie, en dehors des passions sociétales, en dehors des passions politiques. Maintenant, les gens peuvent apprécier de manière générale ce qu'ils peuvent, selon le bord où ils se trouvent. Vous savez, au Sénégal, on cherche du pétrole depuis 1917. Il semblerait qu'au large du Cap-Vert, ce qui est Dakar aujourd'hui, il y avait déjà des traces de bitume. En 1954, la première compagnie de distribution de produits pétroliers s'est installée au Sénégal, la CFP, qui est devenue après Total. En 1960, le Sénégal avait déjà des ordonnances qui réglaient la question pétrolière, de la distribution en tout cas. Et à partir de 1961, nous le rappelions tout à l'heure, Saliou et moi, le Sénégal avait une raffinerie sans avoir de pétrole. Comme si c'était une vision, parce que ceux qui l'ont souvent, ce sont les gens qui l'ont. Ce sont les gens qui sont producteurs de pétrole. Mais les gens oublient qu'on avait une fois, entre les années 68, 70, 71, 72, découvert du pétrole en Casamance. C'est dans le Dôme Flore. Pétrole offshore. Voilà, c'était ce pétrole lourd et qui avait amené des problèmes sur la frontière avec la Guinée-Bissau et qui avait été réglé par le Sénégal de manière extrêmement intelligente en demandant des accords. Parce que c'est ça la pratique. Vous savez, les pétroliers n'aiment pas aller au contentieux. Ils préfèrent avoir des accords. Parce que ce sont des accords, parce que l'important pour eux, c'est que les opérateurs ou les associés se retrouvent dans le projet et pour le bonheur des populations où ils sont. Parce que ça a beaucoup évolué. Parce que comment on l'avait réglé à l'époque? Vous vous rappelez, on est allé au tribunal international qui a donné raison au Sénégal et le Sénégal a dit, puisque j'ai raison et que ce sont mes voisins, ce sont les mêmes peuples, les mêmes populations de part et d'autre. Nous allons créer une agence pour déjà régler la question des ressources. C'est l'agence Coopération Sénégal-Guinée-Bissau qui existe toujours, qui règle toutes les questions des ressources inhérentes dans ce secteur-là. Alors, à partir de 2014, on a commencé à parler des véritables découvertes de pétrole. Il y avait un peu de gaz, c'est le fameux gaz de Gadiaga, mais qui était donné à la Sénélec et après qui a été revendu à une autre société qui n'a jamais été exporté, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, parce que ce n'était pas des quantités, etc., énormes. C'était utilisé en interne. Mais en 2014, nous avons commencé à parler des premières découvertes. C'est vrai, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis, mais beaucoup de choses ont été faites. Le génie sénégalais, si vous faites du benchmark, c'est-à-dire si vous regardez ce qui se passe dans les autres pays, d'ailleurs c'est pourquoi on a eu très peur à un certain moment, parce qu'on se disait la malédiction du pétrole nous guette, par extension à ce qui se passe dans des pays que je ne citerai pas, où les gens se déchirent alors qu'ils n'ont pas encore trouvé de pétrole, où le pétrole passe sous les pieds des populations qui sont les plus pauvres. Alors, quelle était l'intelligence du Sénégal? Ça a été d'abord de convoquer le Conseil économique, social et environnemental, une saisine présidentielle, pour leur dire de se prononcer sur l'exploitation future du pétrole et du gaz, l'exemple de la bonne gouvernance. Un rapport a été produit avec 25 recommandations phares. Ça a été un acte très fort, je pense. La deuxième chose, c'est, vous rappelez-vous, ce que j'appelle Diamniadio 1, quand le président de la République a convoqué l'ensemble des populations à travers ses représentations à Diamniadio pour discuter de la possibilité des revenus, de la répartition des revenus issus du but. C'est-à-dire comment nous allons nous partager l'argent. Il ne faut pas croire qu'on va frapper dans mon village à Diafar Santo pour dire aux gens, voilà votre part. Ça ne se passera pas comme ça. Il y a un ensemble de choses qui ont été réglées, notamment une partie dans le budget national,
notamment une partie en fonds de réserve en cas de catastrophe, une partie pour les générations futures, pour prévoir et le sécuriser. Et la sécurisation, les fonds souverains, voilà, le fonds souverain. Et ça a été majeur. Deuxième acte, Diamniadio 2, c'est-à-dire on a discuté d'une question fondamentale. C'était le contenu local. C'est-à-dire, qu'est-ce que les Sénégalais lambda va tirer du pétrole et du gaz, la participation effective. D'autant plus qu'on disait que c'est une industrie qui demande énormément d'argent et que nos entreprises ne sont pas à même d'y participer. Le contenu local, en définition simple, règle la question de la participation des PME, PMI dans l'exploitation du pétrole et du gaz, à travers des objectifs majeurs, à travers un plan directeur, mais surtout à travers un fonds dédié. Et aujourd'hui, encore une fois, vous ne pouvez pas le voir à Dakar, mais l'ADPME, qui est chargé d'encadrer les entreprises, et le bureau de mise à niveau surtout, ont beaucoup travaillé à capaciter les entreprises de part et d'autre. Moi, j'ai assisté à 2 à Saint-Louis, où les entreprises du BTP ont été capacitées pour leur dire quelles sont les normes et les procédures en vigueur dans l'industrie pétrolière, pour que demain, qu'ils puissent se préparer. Donc, ce sont des actes très forts. Mais la question essentielle, il l'a vraiment dit, et je suis très heureux d'entendre ça, parce que cela m'intéresse beaucoup, c'est la question de la formation. La formation des jeunes, la formation au métier du pétrole et du gaz, mais surtout l'élucidation et la responsabilité à prendre dans cette formation-là. Parce qu'il faut savoir raison garder. Le pétrole, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une affaire d'experts. C'est une affaire de professionnels. Vous ne pouvez pas avoir des tâcherons. Ce sont des métiers précis, ce sont des services précis. Et il faut capaciter les jeunes pour les amener à ça. Alors, il y a un fonds avec l'État du Sénégal et la BAD de 13 milliards pour former 2000 jeunes au métier du pétrole et du gaz. Et c'est toute la chaîne de valeur. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas des pompistes qu'on forme. C'est sur toute la chaîne de valeur où on identifie, selon les niveaux, des jeunes qui peuvent accéder à ces métiers-là. Et c'est un projet dédié. Vous allez aujourd'hui à la rue Assimoutal, en face de l'ambassade d'Italie. Le projet est logé. Quel que soit le jeune, il y va, il s'inscrit, il est identifié, il est orienté selon son niveau. C'est une réalité. Mais il faut faire attention. Parce qu'il y a aussi, indépendamment de ce que l'État a mis, l'Institut national du pétrole et du gaz, qui a formé déjà une première génération d'ingénieurs qui sont en train d'effectifs de travailler dans le secteur. Il y a une deuxième génération, mais il y a aussi des écoles privées qui forment. Mais il y a aussi, il faut avoir le courage de le dire, des gens qui font n'importe quoi, qui sont en train de vendre des chimères. Et ça, les parents, la responsabilité, elle est partagée. Autant les gens doivent revoir les curricula, autant les pouvoirs publics doivent s'impliquer, autant les parents doivent prendre des responsabilités et aller à la bonne source d'information pour que l'on ne tombe pas dans le phénomène que vous aviez décrit tout à l'heure, Saliou, c'est-à-dire que l'on forme des jeunes et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont devenir. On crée une bombe sociale qui va exploser dans 3 ans et ce ne sera pas le cas. Plutôt des pompistes qu'autre chose. Mais Serigne Saliou Gueye, Bachir a fait un développement assez exhaustif, justement, et explicatif dans un sens. Mais est-ce que vous pensez réellement, compte tenu justement de la démarche utilisée depuis le lancement du plan Sénégal émergent dans sa phase 1, aujourd'hui, avec le PAP 2, est-ce que vous pensez qu'avec cette sous-utilisation de notre secteur privé, justement, qu'avec le pétrole et le gaz, que l'on puisse sentir véritablement un secteur privé local beaucoup plus performant? Tout à l'heure, j'ai vraiment apprécié quand Bachir parlait du contenu local, surtout en parlant des PME et des PMI. Parce que nécessairement, il va falloir aujourd'hui qu'on aille vers des grands regroupements. Parce qu'aussi, on ne peut pas se permettre d'avoir des PMI et des PME à n'en plus finir. Or, il va falloir que les gens aillent vers ces grands rassemblements-là. Parce que aussi, si on ne les fait pas du tout, les gens qui viennent ici, c'est-à-dire les multinationales, eux déjà, ils sont assez puissantes pour pouvoir quand même s'imposer ici. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis qu'à ce niveau-là, j'ai l'impression que le secteur privé quand même n'a pas fait encore le travail qu'il doit faire en direction même de l'exploitation et de la commercialisation même des produits pétroliers. Parce que nécessairement, si les gens ne se regroupent pas, ça veut dire que demain, d'autres vont venir de l'étranger et nécessairement vont prendre la place et les gens vont crier encore, ruer dans les brancards pour dire qu'on n'a pas privilégié Comme on le constate d'ailleurs dans le secteur de la distribution. Absolument. Parce que nous avons non pas 1 ou 2 patronats, mais nous avons une multiplicité de patronats, comme on peut dire. Je crois que même ça, on l'a déploré avec les grandes surfaces comme Auchan et je crois les exclusifs. Mais il faut se dire que là aussi, nous, on a des gens quand même qui sont assez représentatifs et qui ont les moyens de se regrouper pour pouvoir tenir tête
en tout cas à ces puissances étrangères. Ça a été le cas au Maroc. Au Maroc, finalement, il paraît que même Auchan a été obligé d'aller voir ailleurs parce qu'ils ont fini par prendre même la place de Auchan. Et je crois que aussi concernant l'exploitation du pétrole, il faut nécessairement que nos PME, PMI qui sont en tout cas qui sont dans le secteur du pétrole, qui se meuvent dans le secteur du pétrole, quand même qu'ils puissent au moins se regrouper afin quand même de pouvoir avoir la place qu'il leur revient de droit dans l'exploitation du pétrole. C'est-à-dire s'ils ne le font pas, s'ils ne se regroupent pas au sein des grands rassemblements, c'est-à-dire que tout simplement, ils vont se faire tout simplement écraser par les multinationales qui sont prêtes quand même à mettre la main sur, bien sûr, tout ce qui tourne autour du secteur du pétrole. Alors, d'où l'urgence, Bachir Dramé, d'aller justement vers la création de consortiums, justement, qui va permettre de regrouper, justement, en tout cas, une majorité essentielle, justement, des PME et PMI. Mais oui. Mais c'est-à-dire, il a tellement raison, Saliou. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nous autres Sénégalais, je le dis modestement, que parfois nous puissions nous apprécier de manière négative et aussi de manière positive. C'est-à-dire que nous puissions faire nos autocritiques et en toute humilité. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir tout le temps jeté la balle ou la paubre chez les autres en disant c'est leur faute. C'est la faute de l'État. C'est la faute des multinationales. Mais qu'est-ce que nous faisons a priori pour que ces choses-là arrivent? L'État n'a pas pour rôle de créer des emplois. L'État crée les cadres. L'État crée le cadre approprié. L'État aide à l'acquisition des financements, accompagne les projets. Mais ce sont des privés qui développent des pays. Et quand l'État du Sénégal, si nous parlons d'exploitation du pétrole et du gaz, pour dire moi ce que je sais, met en place un cadre aujourd'hui assez reconnu, je vous ai dit parler tout à l'heure d'un cadre réglementaire qui est déjà là. C'était ça le génie sénégalais, c'est d'avoir mis en place un cadre réglementaire bien avant l'exploitation, de discuter de ces questions-là, parfois de manière extrêmement houleuse, mais c'était nécessaire et c'était bien. Et qu'après, la sérénité puisse revenir, qu'on puisse se regarder en face et dire, il y a une loi sur le contenu local qui demande d'abord, qui intéresse la promotion des biens et des services nationaux. Si nos PME, PMI n'ont pas cette intelligence de se regrouper de manière stratégique pour aller capter les financements parce qu'ils sont plus crédibles regroupés, ils n'arriveront pas à capter le boulot et ce sont les autres qui vont le faire. On le dit souvent en Wolof, on ne peut pas aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, il y a beaucoup de concertation. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, le COS Petrogaz a appelé à la concertation pour recueillir les avis, en tout cas des différents patronats, pour pouvoir aider à alimenter les décrets d'application. Parce que quand on crée une loi, ça ne suffit pas. Il faut des décrets d'application qui vont accompagner pour beaucoup plus de précision et beaucoup plus de clarté. Donc à ce niveau-là, c'est déjà bien. C'est pourquoi je dis, modestement, moi je suis fier d'être Sénégalais quand je vais tort. Vous savez, les autres, ce qu'ils nous envient, c'est ça. C'est-à-dire, c'est cette intelligence à dire, nous avons des